la séance d'aujourd'hui par rapport à la psychologie sociale, et elle sera réservée à ce qu'on appelle la dynamique de groupe. Elle est connue également par ce qu'on appelle la cohésion des équipes. Donc j'espère que la voix elle est claire. Est-ce que vous pouvez me confirmer en fait la qualité de la voix? Voilà, donc bonjour, excellent. Ok. Donc, dynamique de groupe, cohésion d'équipe, de quoi il s'agit? Donc, c'est un concept en fait qui est assez ancien, mais qui aujourd'hui, on va dire qu'il est de plus en plus développé, vu à des constats. Je vais vous en parler par la suite. Les constats qui ont été effectués dans ce sens. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'un groupe, on parle d'un rassemblement de personnes, mais aujourd'hui, on a besoin, en fait, on a fait un constat dans ce sens. C'est visible? Excellent. Donc, on a fait un constat, c'est qu'aujourd'hui, les groupes, que ce soit famille ou bien les équipes professionnelles ou autre chose, on sent aujourd'hui qu'il y a un manque en fait de solidarité, un manque de cohésion au niveau des équipes de travail. C'est pourquoi en fait, j'ai essayé de réserver la séance d'aujourd'hui à cette notion qui est très importante, que ce soit la dynamique de groupe ou bien la cohésion d'équipe. Voilà. Donc voilà le plan de mon intervention. Il sera en fait présenté de la manière suivante. Donc j'ai pensé en fait déjà pour qu'on parle la même chose. J'ai pensé en fait à répartir la présentation en deux parties. La partie 1, généralité sur le groupe. Donc j'aimerais bien vous parler un petit peu sur le groupe, la notion du groupe et la différence entre le terme groupe et d'autres termes qui lui ressemblent. Ok? Donc on va essayer de le définir, on va voir les types de groupes, les caractéristiques, mais également je vais vous montrer ce qu'on appelle le cycle de vie d'un groupe. Puis par la suite, on va partir à la dynamique de groupe pour voir de quoi il s'agit, et puis par la suite essayer de voir quelle est la cohésion d'un groupe, le terme cohésion, qu'est-ce que ça veut dire. Puis par la suite, on va voir tout ce qui est prise de décision, leadership, et bien sûr, pourquoi cette notion elle est importante, l'importance de la dynamique de groupe, elle est liée à quoi. Donc sans tarder, je vais commencer déjà par définir qu'est-ce que ça veut dire un groupe. Un groupe est défini comme étant le rassemblement ou bien une association, l'association d'individus. Ces individus sont forcément en interaction avec un contexte qui est très spécial, un environnement spécial, et bien sûr, ils sont là, et je souligne, ils ont un but commun ou bien des buts communs. Ça veut dire on ne peut pas parler d'un groupe s'il n'y a pas des buts communs. On n'est pas ensemble par hasard dans un groupe. On est ensemble pour réaliser des objectifs communs entre nous. Ceci dit, si on n'a pas d'objectif, ce n'est plus un groupe, ça va être autre chose. Donc je vais vous parler d'autres termes qui vont avec le groupe. Le rassemblement, on peut avoir un rassemblement sans avoir autant d'objectifs communs entre nous. Donc ceci est une expression qui est utilisée quand on parle d'un vrai groupe. On parle d'un rassemblement, comme j'ai dit, de personnes, des individus, chacun son rôle au niveau du groupe. Chacun a ses, je dirais, en fait, on partage entre nous des valeurs et également, on a essayé de tracer le cadre du groupe auquel on appartient en tant que membre. Donc, chacun remplit en fait une fonction et un rôle au sein du groupe. Donc, les types de groupes qui se présentent, juste pour corriger une petite coquille, voilà. Voilà. Donc les types de groupes ou bien la terminologie qui se rapproche un petit peu du groupe. Donc vous avez la foule, vous avez la bande, un groupement, vous avez ce qu'on appelle le groupe primaire ou groupe restreint et vous avez ce qu'on appelle le groupe secondaire ou bien une organisation. Donc je vais essayer de définir brièvement chaque terme utilisé. Donc la foule, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la foule, c'est un ensemble d'individus qui se réunissent de manière transitoire, c'est-à-dire occasionnelle. Et ils sont anonymes, ils ne se connaissent pas, mais par contre, ils sont semblables. Au sein duquel, donc dans ce groupe, il y a des idées et des émotions de chacun, c'est-à-dire de manière individuelle, qui tendent à s'exprimer de manière spontanée. Je m'explique. On est dans en fait, un arrêt de bus. On est une foule,
même si on a un seul objectif commun, c'est de monter le bus. Ou là, utiliser en fait le bus comme étant transport commun. Mais par contre, on ne se connaît pas, on n'a pas un objectif, on peut s'exprimer de manière spontanée, mais pas plus que ça. La bande. La bande, c'est un petit groupement d'un petit nombre d'individus qui se réunissent de manière volontaire. D'accord? La bande musicale, c'est en fait des personnes qui se réunissent de manière volontaire pour le plaisir de se rassembler. Donc une bande musicale, mais vous avez des bandes également criminelles. D'accord? Donc ils se rassemblent également dans ce sens. D'accord? Donc ici, on essaie, l'objectif c'est quoi? C'est de rechercher des semblables, des personnes qui nous ressemblent. C'est ça l'objectif. Mais il n'y a pas d'objectif en commun obligatoire. Le groupement, c'est quand les personnes se réunissent, quel que soit le nombre, petit, moyen ou élevé, mais en fait, on va dire que les fréquences des réunions sont là. Que ça soit des fréquences qui sont élevées ou bien moins élevées, mais l'essentiel c'est qu'on se voit de manière permanente pour parler des objectifs, avec des intervalles de réunion, mais également, on va dire que des intervalles qui sont en adéquation avec le groupement. Et Monsieur Ahmed, il vient de citer les agglomérations. Les agglomérations sont des exemples de groupement. D'accord? On arrive au groupe primaire. Donc le groupe primaire, on appelle ça, en fait, c'est une unité qui est très restreinte. Donc elle est réduite, un nombre qui est réduit. Mais ce sont des personnes qui se rassemblent parce qu'elles ont des relations qui sont directes. Mais en fait, ils adhèrent à des valeurs communes avec un sentiment fort et une cohésion d'équipe. Et donc ici, je peux vous assurer, par exemple, je vous donne un exemple très significatif. Si vous prenez au niveau d'une entreprise, je vais prendre par exemple le groupement primaire, c'est l'ensemble des associés qui, au départ, ils ont démarré le business. D'accord ? Si on prend par exemple dans la vie sociale, la vie de chaque jour, ce sont nos parents qui constituent le groupe primaire. C'est un rassemblement restreint, des valeurs qui sont communes au départ. Ils sont là en fait avec un sentiment fort de cohésion, entre guillemets. Avec le temps, ce sentiment peut changer de cohésion, d'accord? Mais au départ, il existe. Ceci dit, quand le groupe primaire il est ça, ce qu'on a défini, le groupe secondaire, ça veut dire quoi? C'est toutes les personnes qui viendront pour se rajouter au groupe primaire. Ça veut dire, ici, on parle d'un nombre qui est très élevé, un nombre qui est ouvert, et donc ici, on va formaliser le fonctionnement, on va mettre en place des dispositifs, et également, on va mettre en place un système qui va nous permettre de fonctionner. Je reprends l'exemple, les associés au départ ne sont pas forcés de rester les mêmes jusqu'à la fin du business. Donc, il y a des associés qui vont se désister pour partir, d'autres qui vont se rajouter, il y a la mort des associés, ainsi de suite, pour des raisons ou pour une autre. On va voir en fait le nombre des associés peut augmenter. De la même manière, le deuxième exemple, le contexte familial et personnel, c'est que les parents qui se sont mariés au départ pour créer le groupe primaire, ils auront des enfants par la suite, et là, la famille va grandir pour devenir un groupe secondaire. Ok? Voilà. Le point suivant, c'est le cycle de vie d'un groupe. Donc, s'il vous plaît, si vous cherchez un petit peu, au niveau des écrits qui ont traité en fait de la dynamique de groupe, vous allez trouver le cycle de vie. Il est constitué, je dirais, de 4 étapes qui sont très connues. Donc vous avez l'étape du forming, l'étape storming, l'étape performing, et la dernière étape, c'est l'étape en fait on va dire de disparition, c'est the dead, d'accord? Donc forming, c'est l'étape de construction du groupe, d'accord? On forme le groupe, donc ici c'est on se rassemble pour former un groupe. Storm, c'est en fait l'asifa, d'accord? Donc généralement en phase de constitution du groupe, on a forcément et automatiquement des problèmes d'engagement de la part des collaborateurs. Et donc ici, généralement, on aura beaucoup plus de conflits pour tracer, chacun va tracer son territoire et pour que chacun montre son rôle au niveau du groupe. Donc on a forcément des conflits au départ.
Si on arrive à gérer ces conflits et les surpasser, on va passer à l'étape suivante, qui est la performing. Donc, je vais revenir à cette étape. Mais malheureusement, beaucoup de groupes, à leur constitution au départ, quand ils passent par la phase de storming et ils n'arrivent pas à gérer les conflits au niveau du groupe, ben généralement, malheureusement, le groupe disparaît et il passe directement vers le dead. D'accord? Disparition du groupe. Donc, revenons aux personnes qui ont pu surmonter, la phase storming. Ils vont passer à la phase performing. Donc, performing, c'est une phase, en fait, norming, ça veut dire qu'on a, storming, ça veut dire qu'on a, en fait, des cyclones, des conflits, d'accord? Donc, quand on arrive à tracer qui fait quoi, et on sait très bien les rôles qui sont respectés par chacun, et on essaie de tracer un petit peu les territoires de chaque collaborateur, ben, généralement, on arrive à tracer, en fait, un territoire qui sera respecté par l'ensemble des collaborateurs. OK? Donc, quand on arrive à le faire dans la phase storming, donc on passe à la phase norming, ça veut dire qu'on a mis des normes. Qui fait quoi, on doit respecter. Quand on arrive à respecter la phase de norming, on passe à la performing. Et donc ici, performing, tu arrives à la performance souhaitée par l'ensemble des collaborateurs. OK? Bien sûr, quelle que soit la vie ou bien la durée de vie d'un groupe, un groupe va disparaître pour une raison ou pour une autre, soit la mort des membres, soit le changement, la dissolution du groupe, ainsi de suite. D'accord? Ou bien le changement des objectifs du groupe. Donc, je reviens au graphique que vous avez ici qui est projeté. Donc, ici, au départ, la première chose pour construire un groupe, on commence par construction de confiance. La confiance, et je parle surtout pour notre culture, on ne construit pas un groupe par hasard. C'est sur la base de la confiance qu'on peut créer un groupe, que ce soit un groupe personnel dans la vie personnelle ou bien professionnelle. OK? Donc, dans ce groupe, on construit la confiance, on va tirer au clair et on va clarifier les objectifs et les rôles de chacun. On a besoin que les personnes s'engagent. Donc, l'engagement des collaborateurs. Puis, par la suite, on va faire un plan d'action, la mise en œuvre, en fait, de la méthode de travail qui va être dans l'étape suivante opérationnelle. Et puis, par la suite, on va, à chaque fois, essayer de renouveler un petit peu notre confiance et renouveler notre engagement. Donc, au cas où il n'y a plus de confiance et il n'y a plus d'engagement, le groupe va disparaître. OK. Quelles sont les caractéristiques d'un groupe? Donc, les groupes sont caractérisés par la taille, par le statut et également par les rôles des membres du groupe à l'intérieur. Donc, je commence par la taille. Donc, la taille, ici, je parle, en fait, l'unité de mesure de la taille d'un groupe et se mesure par le nombre d'individus qui vont la composer. Donc, généralement, pour parler groupe, le minimum, c'est 2 personnes. Statut des groupes. Des membres du groupe, excusez-moi. Donc, le statut, c'est la place qui est accordée, d'accord, aux personnes qui sont dans le groupe. C'est-à-dire, au niveau, par exemple, dans le contexte professionnel entreprise, ben, généralement, le statut d'un membre, c'est la place qu'il occupe au niveau du travail, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise. Exactement, c'est Ahmed. Exactement, c'est la dynamique de groupe. D'accord? Ça veut dire, ce sont les catégories socio-professionnelles quand je parle d'un cadre, d'un dirigeant, d'un employé à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, le troisième point, vous avez les rôles au sein du groupe. Donc, le rôle, c'est une fonction qui représente le modèle de conduite des collaborateurs ou bien des individus dans un groupe. Et bien sûr, ça nous montre la relation entre les membres du groupe. Donc, ici, dans un groupe, on peut être désigné comme étant un leader, on peut être désigné comme étant le communicateur, on peut être désigné comme étant le médiateur, on peut être un simple suiveur. Donc, ce sont des rôles qu'on prend à l'intérieur d'un groupe. Voilà. Donc, je passe à la deuxième partie qui est la dynamique de groupe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la dynamique de groupe? Déjà, le fait de dire qu'un groupe est dynamique, ça veut dire qu'il n'est pas statique, ça veut dire que ça bouge. D'accord? Mais quand je parle de la dynamique de groupe, je parle de l'ensemble des phénomènes, des mécanismes et des processus, soit psychologiques, psychiques ou bien sociologiques, ça veut dire je rassemble ça, c'est psychosociologique, qui peuvent émerger, mais également émerger c'est naître, mais également ils peuvent se développer à l'intérieur des groupes. Et surtout,
quand je parle des groupes restreints. J'ouvre une petite parenthèse. La dynamique de groupe ne peut pas être créée dans un groupe qui est large, où les effectifs sont trop élevés. La dynamique de groupe et la cohésion d'équipe, on la sent beaucoup plus dans les groupes avec des nombres qui sont réduits et des groupes qui sont restreints. D'accord? Donc, ceci dit, je passe au terme cohésion d'équipe que j'avais utilisé. Donc ici, la cohésion d'équipe, en fait, c'est toutes les forces qui peuvent interagir sur les membres pour les garder à l'intérieur du groupe. Ça veut dire tout ce qui peut rendre un petit peu mon groupe solide. Tout ce qui peut nous booster pour rester ensemble. Pourquoi aujourd'hui on parle cohésion d'équipe ou bien la cohésion des groupes? Donc quand je parle de cohésion de groupe, il y a beaucoup d'avantages. Quand on a un groupe cohérent, la qualité du travail va augmenter automatiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, tellement on connaît qui fait quoi, on connaît nos valeurs, on connaît nos rôles. Donc généralement, les conflits, on va pas dire qu'ils sont absents, mais on va dire qu'ils sont rares. Donc ici, la qualité du travail, elle va augmenter. Après, vous avez qui dit la qualité, mais également c'est la quantité du travail également qui augmente. Donc ici, vous avez l'amélioration de la productivité également au niveau de l'équipe. Mais également, quand on a la marge pour travailler avec une belle ambiance, ben, généralement vous donnez et vous boostez même la créativité, l'innovation chez les membres de votre groupe. D'accord? Troisième avantage, c'est la communication et la transmission des informations, elle est très fluide au niveau du groupe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de blocage d'informations, mais également il n'y a pas de déformation de l'information. Dernier avantage, c'est tout le monde est impliqué et donc le groupe et l'équipe vont devenir de plus en plus efficaces. Donc il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de perte, on va dire, d'énergie dans des futilités. علاش هو ماشي انا كيفاش انا ماشي هو parce que on a travaillé sur l'esprit du groupe et on a créé cette dynamique à l'intérieur des équipes de travail. OK. La prise de décision. Au niveau du groupe, il y a une notion qui est très importante. C'est par rapport à la prise de décision. La prise de décision au niveau du groupe, elle dépend du style de management qui est utilisé au niveau de ce groupe. Donc, quels sont les modes de prise de décision qui peuvent se présenter? Donc, vous avez le mode ou bien le style de prise de décision qui est persuasif. Persuasif, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que moi, j'ai déjà ma décision en tête, d'accord? Mais je veux quand même faire l'effort de convaincre les personnes qui sont autour de moi pour les adhérer à la prise de décision. Bien sûr, la décision que j'ai, c'est pas sur une base de un coup de tête. Elle est étudiée. Je suis quelqu'un de confiance et je suis quelqu'un qui a des références. Et donc, du coup, la prise de décision, je vais pas la prendre toute seule en tant que personne, mais en fait, je vais essayer de convaincre les personnes avec ma position pour les pousser à prendre la même position que moi. Deuxième mode de prise de décision, c'est le participatif. Donc, le participatif, c'est un mode, en fait, où moi, en tant que manager, je vais impliquer tous mes collaborateurs, je vais les mobiliser, je vais leur expliquer et on va prendre la décision ensemble. Je souligne le terme ensemble. Et ceci dit, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet en fait de s'engager tous. Ça veut dire, si cette décision elle est bonne, on est tous engagés et c'est une décision qu'on a prise ensemble. Mais si la décision prise n'est pas bonne également, ça veut dire qu'on a tous pris la décision ensemble et on assume la responsabilité dans ce sens. Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de dire, alors c'est sa décision, c'est pas la mienne. On a tous décidé ensemble. D'accord? Puis vous avez le mode qui est délégatif. Et donc ici, la délégation, c'est quand en fait j'ai un certain degré de confiance et je veux responsabiliser mes collaborateurs en les laissant prendre des initiatives en termes de prise de décision, mais également de prendre la décision en fait, la décision, on va dire, à ma place, en quelque sorte.
Mais bien sûr, assumer également. Et on assume ensemble. Faites attention. Le fait de déléguer ne réduit en moi ma responsabilité. Je suis là parce que je suis le manager. Mais la délégation, elle me permet en fait de dire aujourd'hui que j'arrive à faire confiance à mes collaborateurs sur tel volet ou tel volet. Par exemple, X, il est excellent dans telle partie, mais Y, il excelle en fait sur un autre, on va dire, un autre volet. Donc moi, aujourd'hui, quand je veux déléguer, je vais me baser en fait sur la confiance, mais sur l'expérience qui a été bâtie auparavant avec mes collaborateurs dans ce sens. Ce qui me fait en fait que j'ai développé une certaine expertise par rapport à la montée en compétences de chaque collaborateur. Je sais très bien qui fait quoi de manière excellente. D'accord. C'est comme les parents في la famille. La maman تعرف عندها الوليدات وعندها البنات كتعرف كتقول لك لا انا غادي نسافر اكس في ولادها par exemple هذا غادي نعطيه المصروف يتكلف به. Et c'est très bien qu'il a la compétence financière. Mais l'akhor غادي يتكلف ليا par exemple je sais pas, c'est lui qui va faire les courses sur le marché. هذا كيعرف يتقدا كيعرف دونك انت غادي تكلف تعطيه لو مونطون باغ اكزومبل ديال التقديه هو غيتكلف به il sait très bien optimiser وكيجيب la qualité ainsi de suite. Donc ça veut dire aujourd'hui c'est que mes collaborateurs sont considérés comme étant des pièces de puzzle en termes de compétences et puis par la suite moi à chaque fois je veux déléguer je sais très bien qu'est-ce que je dois déléguer mais à qui a la compétence nécessaire pour que je puisse lui déléguer la tâche. Et puis vous avez le mode directif. Le mode directif aujourd'hui il nous permet en fait de prendre des décisions, mais les transférer à nos collaborateurs sous forme de consignes. Ce sont des ordres à donner. D'accord Je vais vous poser une petite question et j'espère que vous me répondiez un petit peu, donnez votre avis au niveau des commentaires. Si aujourd'hui je vous pose la question, quel est le mode de prise de décision le plus efficace? Qu'est-ce que vous allez me dire? Donc je reprends. Pour les personnes qui n'étaient pas là depuis le début, vous avez le mode persuasif, vous avez le mode participatif, vous avez le mode délégatif et vous avez le mode directif. Est-ce que vous pouvez me dire sur la barre des commentaires quel est le mode que vous considérez comme étant le plus efficace? J'aimerais bien avoir une idée sur votre avis ou bien votre position si vous voulez. Et je vais répondre à cette question, je vais rebondir sur cette question. D'accord? Donc là, ce sont les prises de décision. Voilà. Donc on va passer au leadership. Donc le leadership ici, je vais seulement essayer de le définir et puis en parler brièvement parce qu'il y aura un thème qui sera réservé en fait à cette notion de leadership. On va en parler, il y a toute une discussion là-dessus. Est-ce que le leadership il est inné ou acquis? C'est une discussion qu'on va faire Inch'Allah, peut-être la séance prochaine, par rapport au thème, je dirais, de leadership. Donc, Sana, elle m'a dit que c'est le participatif. Merci, Sana. Je vais revenir sur les questions qui ont été posées sur la barre. Le participatif également, Hisna. Oui, qui dit mieux? Participatif, c'est Omar. Oui. Donc, les autres modes de décision, on doit les désactiver pour rester sur le participatif, à votre avis? Donc je vais revenir pour donner ma réponse. Le mixte, le mixte. Je suis preneuse. Oui, donc je vais revenir sur ça. Je vais répondre à la question, je ne vais pas l'oublier. Donc les fonctions du leader, le leader il est là pour quoi faire? Il est là pour exercer en fait oui, c'est Anas, il n'y a pas de meilleur mode de décision, c'est selon la situation. C'est situationnel selon Monaim. La société marocaine, c'est le mode directif. Délégation, c'est dur. En cas de mauvaise décision, le participatif aussi. Issam, il parle du situationnel. D'accord. Merci pour votre réactivité. Normalement, on ne peut pas dire qu'un mode est mieux que l'autre, car cela dépend de la situation. Ça dépend du contexte. Donc ça, c'est la réponse, c'est Atman. Bonjour Atman. Saïd, ça dépend du contexte, mais la combinaison entre les quatre est idéale. Oui, c'est Saïd. Oui. C'est un petit peu compliqué. Hein. Le délégatif selon Majid. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais revenir sur ça pour vous donner mon propre avis par rapport à ça et selon ma petite expérience. Donc, un leader, il est là pour exercer quatre grandes fonctions fondamentales.
c'est primordial. Donc ici, donc la première chose, c'est qu'il est là pour planifier. Donc généralement, c'est une méthode, c'est la PODC. Donc elle est connue, c'est planifier, organiser, diriger, puis contrôler. Donc je planifie mes ressources, je les mets, je les croise. Puis par la suite, je dois organiser ces ressources-là et mettre des plans d'action. Puis par la suite, j'essaie de diriger pour voir qui fait quoi et comment ça se passe. Et je reviens pour faire des contrôles et sortir les écarts pour reprendre et corriger la planification. D'accord ? Donc, un leader, comment il doit fonctionner? C'est quelqu'un qui implique tout le monde. Déjà, le choix du leader, c'est basé sur la confiance, sur l'expertise également. Donc, c'est quelqu'un qui est choisi à la base, d'accord? Il est désigné. Implique tous les membres, c'est quelqu'un qui est orienté solution. C'est pas quelqu'un qui zoome sur les problèmes. Le problème, il est là. Ça fait on va essayer de trouver des solutions pour résoudre les problématiques. Et puis, c'est quelqu'un qui est connu en fait et qui favorise le travail en équipe. OK? Voilà. OK. Pourquoi ce discours par rapport à la dynamique de groupe dans une équipe? Donc, je vais mettre la réponse, en fait, ça en stand-by et je reviens à la question que je vous ai posée. Donc, entre le mode de décision persuasif, participatif, délégatif et autoritaire, d'accord? Donc, je vais vous dire, en fait, je vais me joindre aux personnes qui ont dit mixte, mais mixte, comment on peut avoir un élément qui est mixte? Donc, vous avez deux dimensions qui rentrent en jeu. La dimension de la situation, merci les amis d'avoir répondu, c'est la situation. Mais il y a également, c'est Ahmed qui a parlé du type de groupe. Moi, je vais partir plus loin, c'est le profil des personnes avec lesquelles vous allez travailler. Dans le même groupe, vous avez des personnes qui sont différentes. Je vous donne un exemple très familial. Khoudou les familles diana, khoudou les parents diana. Je vais vous poser la question, est-ce que nos parents nous traitent, nous, frères et sœurs, de la même manière? Est-ce que vous pouvez me répondre par oui ou non? Est-ce que nos parents nous traitent de la même manière en tant que frères et sœurs? C'est-à-dire les enfants d'Yalom, est-ce qu'ils sont traités de la même manière? Oui ou non? C'est Ahmed, c'est Majid, c'est Saïd, Atman? Oui? Anas, Issam, Omar, Hasna? Sana? Non. Voilà. Non? Je vous donne un exemple. خذوا la préparation, هي القراية. عندنا بزاف ديال beaucoup d'enfants. Les enfants sont nombreux. الأول كتقول ليه ما تدوش معاه، عارف شنو كيدير. Il sait très bien ce qu'il fait. يخليه. Il travaille quand il veut, mais en fait, il fait l'affaire, il fait du bon travail. D'accord? Le deuxième enfant, تتقول لي شوف, tu vas préparer وغتجي عندي. غتعاود تعرض عليا. C'est quelqu'un à qui tu fais partiellement confiance. Donc le premier, je ne dis tu l'as responsabilisé, tu lui as délégué la responsabilité. Le deuxième, le contrôle. Donc je suis sur un style de management qui est un petit peu modéré. نجيو لواحد اخر هو داك خوك اللي الا مشيتي تنسيتيه اولا tu l'as pas contrôlé ما كيقراش. هذاك اش كتقول ليه الوالده؟ تتقول ليه جيب الكارطابل ديالك غامين طون كارطابل غامين الكايي تكست ديالك. D'accord? Ramène le cahier de texte d'elle que j'ai تحفظ حدايا. Donc ça veut dire qu'on exerce beaucoup plus de, je dirais, de force. Donc ici, je fais avec cette personne le travail qui est autoritaire, qui est directif. D'accord? Donc, ça dépend des situations, ça dépend des personnes. Donc ici, on parle d'un management personnalisé, on parle d'un management situationnel. Si vous rassemblez ces deux éléments, on parle de ce qu'on appelle le management agile. Le management agile, c'est un management en fait en termes de prise de décision qui prend en considération et les personnes et la situation. Je vous donne un exemple concret. On va imaginer Hadsid à qui j'ai confiance et je lui délègue le travail. او l'équipe ديالي اللي عندي معاه المانجمنت participatif tout le temps حيت كاين واحد النوع ما كيصلحش معاه البارتيسيباتيف pour qu'on soit clair hein d'accord. La majorité كيقول لي احنا المغاربه ما كيصلحش معنا participatif. Je vais vous dire non, on a eu l'expérience, il y a des personnes qui sont très nobles. Le participatif ou le délégatif, il marche très bien. Mais tu as besoin, en fait, de personnes qui ont un sens de responsabilité qui est élevé. D'accord? Maintenant, il faut dire les choses. C'est que, culturellement, on n'a pas été éduqués
par la responsabilité, c'est-à-dire responsabiliser les enfants. On n'a pas grandi comme ça. Donc, le sens de responsabilité, on l'a développé au fur et à mesure avec des pourcentages et des variables qui dépendent d'une personne à une autre. Quel est l'adolescence, il a pris les choses en main, quand d'autres personnes les bqaw soumises, il a même chitish معاه ونغزتي وصيفطي ليه الميل وقلتي ليه ainsi de suite. Il ne va rien faire. Mais tu as des personnes, il aime si la pression, tu vas le planter. Arrête que tu lui aller la pression, et il est bloqué. D'accord? C'est à vous, en fait, d'avoir une jauge. C'est à vous de juger, en fait, les personnes. Hada, il a le sens de responsabilité, ainsi de suite. Je peux lui faire du délégatif, ou là, du participatif. Je le teste au fur et à mesure sur certaines compétences. Quand c'est validé, il a la compétence, elle est validée, je peux lui déléguer. Mais la délégation, faites attention. Ma la responsabilité en tant que personne délégataire. Donc, il faut faire attention. Je t'ai délégué le travail, mais en termes de responsabilité vis-à-vis de la direction générale, je suis la responsable. Donc, c'est à moi de faire on va dire, l'accompagnement, le coaching ou bien le contrôle. Où on met des deadlines pour voir un petit peu le travail, l'état d'avancement. Maintenant, vous avez d'autres personnes. C'est le mail. عيطت في التليفون درتي غادي صيفط لي tel document ainsi de suite. D'autres personnes اللي تخدم معاهم هذا الفونكسيونمون هذا صافي ils stressent, ils sont plantés, il y a plus de productivité, plus de performance. D'accord? Donc avec les personnes les moins ندير معاهم le style management participatif, imaginez la situation ne le permet pas. Et je vous donne un exemple. Imaginez حنا في la situation où on a une réclamation. واش انا باقي عندي الوقت باش ندير participatif? Ou là, par exemple, sur les ateliers, tu as l'habitude de gérer tes équipes avec du participatif. Ou avec un conflit sur place. Est-ce que tu vas te permettre? Non, on va parler, on va discuter. Et la machine de production, avec la chaîne de production, tu peux pas l'arrêter. Donc ici, moi, je peux me permettre de faire du directif à l'instant T. Je nous recoupe l'hémorragie et pour que tout le monde reprenne son travail, la tâche d'Yellow, par la suite, je peux revenir pour éclaircir les choses, pour en parler, ainsi de suite. Donc, je vais en parler à la gestion de conflit par la suite, mais s'il vous plaît, prenez en considération la personne à l'intérieur du groupe, mais également prenez en considération la situation. Il faut personnaliser et il faut prendre en considération la situation. Donc, on mélange, on mixte, comme l'a dit votre collègue tout à l'heure, je pense, Sihmed, il a dit, en mixte, on va mixer, le management situationnel et le management personnalisé. Si vous êtes un manager et vous arrivez à mixer ces deux composantes, vous êtes un manager agile. Agile, c'est l'agilité, c'est une forme de flexibilité chez le manager. Ça veut dire, ماشي manager قاصح, عنده un mode de fonctionnement. Là, je suis directif avec tout le monde. Mais ça peut pas marcher avec tout le monde et tu peux pas avoir de la performance chez tout le monde avec le même style de management. D'accord? هذاك اللي مولف ديراكتيف دير ليه participatif طلق ليه قنبه مشى عليك. D'accord? Donc pour créer la dynamique de groupe, il faut avoir un mode général de fonctionnement, mais il faut savoir personnaliser en fait le traitement avec vos collaborateurs. Donc je reviens le slide qui est imposé, qui est projeté, l'importance de la dynamique de groupe dans une équipe. Donc s'il vous plaît, c'est que aujourd'hui, si on n'a pas une équipe qui est cohérente, on n'arrivera jamais à dépasser les conflits relationnels qui peuvent s'imposer dans les groupes. D'accord? J'ai vu une question, comment peut-on gérer un syndicaliste? D'accord. Il faut être un syndicaliste également pour connaître le jargon. S'il vous plaît, c'est Omar, la question, j'ai beaucoup apprécié, mais Hadi, c'est une compétence aujourd'hui qu'on développe. C'est ce qu'on appelle le dialogue social. Dialogue social, c'est une forme, je dirais, de compétences de communication qui se développe aujourd'hui pour gérer les syndicalistes de manière générale, sachant qu'on a travaillé avec des syndicalistes qui étaient, je dirais, ils étaient très bien. C'était de vrais combattants. Maintenant, malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde, mais bon. Je vais revenir sur ça, la gestion de conflit. Je vais revenir sur ces éléments-là. Donc, revenons à la dernière question, parce que là, it's time, je dois céder la parole à l'intervenant qui va suivre par la suite. Donc, je disais en fait,
que quand on a une cohésion d'équipe, ça réduit les tensions et les pressions à l'intérieur du groupe, d'accord? Ça nous permet également de choisir les styles de management ou les modes de management qui sont les plus adaptés avec nos collaborateurs. Et bien sûr, au lieu d'avoir des performances individuelles avec la cohésion du groupe et avec la dynamique de ce groupe, imaginez qu'on peut créer une dynamique en fait et une performance collective. La performance collective, c'est une performance qui aujourd'hui nous permet de dépasser la somme des performances individuelles. Ça veut dire de loin on peut dépasser la performance individuelle. Je vous donne un exemple. N'importe quel projet exposé ديال الطلبه ديالنا الا مشى كل واحد خدموا لراسو ومن بعد تلاقاو باش داروا la fusion, c'est la méthode la plus courante chez nos étudiants. La performance en fait, c'est-à-dire la qualité de l'exposé, les radis n'aura rien à voir avec la qualité si tout le groupe se rassemble pour faire l'exposé ou pour faire le travail du projet. Après, on répartit et puis on se rassemble pour communiquer, pour fusionner le travail. D'accord? Donc, c'est ça l'importance. Dans le contexte professionnel, le manager, il a comme tâche de créer la dynamique de groupe et la cohésion d'équipe. Il a le droit de ne recruter que les personnes qui vont participer dans cette cohésion d'équipe. Malheureusement, des fois, quand recruter واحد كتدخلوا le groupe, qui يشتت le groupe كامل. Ça, c'est une tendance qui est très fréquente, pas seulement dans la culture marocaine, ça existe partout. في même شي كتلقى كاينين هاد الأعشاب الضارة malheureusement, d'accord? Donc malheureusement des personnes qui sont là rien que pour nuire à l'environnement, mais soyez sûr que si le manager il est là, une bonne présence, il s'impose, c'est un leader, je souligne le leader, et le leadership, il prend le lead de son équipe, soyez sûr que la dynamique de groupe et la cohésion de son équipe peut être présente. Voilà, pour conclure, le travail en groupe n'est pas en lui-même une garantie d'efficacité, d'accord, pour qu'on soit clair, mais par contre, la qualité du groupe lui-même, c'est elle qui peut intervenir pour créer la dynamique et bien sûr pour développer les relations interpersonnelles au sein du groupe pour arriver à la performance collective. Je suis désolée, on est pressé par le temps, je dois céder la main à l'intervenant suivant. Je tiens à vous remercier pour votre écoute, pour votre réactivité également. Et je reviens à une question qui a été citée tout à l'heure. Oui, je confirme, Sihmed, si on utilise l'expérience de Kurt Lewin, elle peut augmenter la cohésion d'équipe. Je suis tout à fait d'accord et entièrement d'accord avec vous. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Allah يتقبل, on est moitié Ramadan. Allah يتقبل, Allah يغفر لنا, والله يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله. صحة فطوركم. Et merci à vous tous. Merci. Au revoir.